Alors, Ethicratia, en fait, c'est un nom générique en latin ou en grec. Donc, avant la langue européenne, c'était le latin. Donc, je me suis dit, comme c'est appelé à être diffusé partout en Europe, et puis j'espère partout dans le monde, j'ai pris comme nom générique le nom latin Ethicratia. En français, l'éthicratie. Alors, qu'est-ce que c'est l'éthicratie? En fait, Éthi, c'est pour le mot éthique, et Cratia, c'est pour le nom pouvoir. Si vous prenez démocratia, c'est le pouvoir au peuple. Pour ceux qui connaissent, il y a la sociocratie. Socios, c'est le groupe. Cratia, c'est le pouvoir. Donc, c'est le pouvoir au groupe. Il y a l'holacratie. Hola, c'est l'holarchie, c'est le pouvoir à l'holarchie. Donc ici, l'éthicratie, c'est un pouvoir à une éthique bien spécifique. C'est une éthique de l'épanouissement et de l'accomplissement à la fois de l'individu, de la société, de la nature et notre propre nature. Je vais y revenir. Et donc c'est appelé à remplacer la démocratie, carrément. Et ça n'est pas un outil. C'est bien plus que ça. Ça utilise tous les outils, mais dans un cadre très strict. Un cadre où il y a les 5 piliers. Donc on peut utiliser absolument tous les processus de gouvernance, tous les types de manières de décider, et on les met dans le cadre de l'éthicratie, et ça devient d'une certaine manière de l'éthicratie, parce que ça rentre dans un cadre absolument strict. Et donc, comme je dis, ce n'est pas un outil. Un outil, vous savez, c'est un couteau, on peut tuer comme on peut faire du pain ou couper du pain. On peut faire le meilleur et le pire. Et c'est ce qu'on a vu avec la démocratie depuis plus de 2000 ans et qu'on voit avec toutes sortes de choses. Ici, c'est une philosophie pratique de vie en société. Donc, c'est quelque part une forme de gouvernance spirituelle. Parce qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, de supérieur à l'homme, qui nous guide, qui nous dirige. Et c'est la philosophie pratique. Aristote, il appelait ça la praxis. Donc le vrai philosophe, ce n'est pas celui qui est dans les bouquins, qui a une connaissance intellectuelle profonde. Le philosophe pratique, c'est le paysan qui sème une graine dans la conscience. C'est le maçon qui construit un mur avec les yeux qui brillent. C'est une philosophie de vie dans la présence et d'une certaine manière une forme d'éveil. Après la démocratie, l'éthicratie. Alors moi je prétends que la démocratie c'est fini, c'est la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait on ne change pas un système de l'intérieur. Et le système on veut l'améliorer mais ça reste le même. C'est un peu comme si vous vouliez changer l'eau d'un aquarium. Si vous vivez dans l'aquarium vous ne pourrez jamais changer l'eau. Donc il faut être à l'extérieur pour pouvoir changer l'eau. Et l'éthicratie se situe en dehors de la démocratie, ce qui permet un vrai changement fondamental. Alors pourquoi est-ce qu'on passe de la démocratie à l'éthicratie? Pour une raison majeure, c'est que la démocratie a des parties complètement aliénées. La première, c'est qu'on l'a oublié, mais la démocratie est née à Athènes il y a plus de 2000 ans. Et à Athènes, en fait, il y avait 40 000 personnes libres. La moitié, c'était des femmes. Elles étaient considérées comme des objets. Ça ne comptait pas. Dans les 20 000 qui restaient, plus de la moitié, c'était des enfants, qui ne comptaient pas non plus. Et il y avait des gens qui étaient pauvres. Eux non plus ne comptaient pas. Et ils n'avaient pas le droit de vote. Donc finalement, sur les 40 000 personnes libres, il n'y en a que 5 000 qui avaient le droit de vote. Mais ce n'est pas tout. Il y avait 400 000 esclaves. Pour que la démocratie fonctionne, il faut des esclaves. Toujours. Ça a toujours existé. Si vous regardez l'histoire de la démocratie, il y a toujours eu des esclaves. Ce sont les travailleurs pauvres, ce sont les enfants qu'on envoie dans les mines, etc. Et là, carrément, ça devient les travailleurs pauvres européens. En plus, la démocratie, qui fonctionne toujours avec l'esclavagisme, elle a quelque chose de complètement schizophrénique.
C'est-à-dire que c'est la majorité contre la minorité. Déjà, il faut savoir quelle majorité. Dans le cadre de la France, par exemple, c'est la majorité d'une toute petite élite. Le peuple, lui, il est considéré comme des non-sachants. Il n'y a que les sachants qui décident, hein. Les autres n'ont rien à dire. Et les élections, ce sont des pseudo-élections où, grosso modo, on dit au peuple, vous avez le choix entre la peste et le choléra. Sans vouloir critiquer ni Macron ni Marine Le Pen, dans le sens où Macron, il œuvre pour la fin du système, puisqu'il le précipite rapidement dans le mur. Et dans ce sens-là, moi, je lui rends grâce. C'est formidable. Un autre aspect complètement aliéné de la démocratie, en fait, c'est que c'est schizophrénique. Si vous êtes dans une organisation, une association, une entreprise, un mouvement politique, et qu'il y a une proposition que vous détestez, que vous voulez absolument pas voir émerger, eh bien, dès lors qu'elle aura été élue à la majorité des voix, vous serez obligé de la défendre comme si c'était la vôtre. C'est complètement schizophrénique. Et du coup, la majorité, ça devient la dictature de la majorité. C'est vrai qu'avec les élites, on est dans la dictature de la minorité. Donc voilà, en plus, la démocratie, comme fonctionnement, est intimement liée au capitalisme. Parce que comment est-ce que ça fonctionne? Il est question d'avoir un maximum de voix pour avoir le pouvoir. Et les élus se battent à fond la caisse. La première préoccupation, c'est d'obtenir des voix, des voix, des voix. Même quand ils sont élus, ils décident en fonction du nombre de voix qu'ils peuvent obtenir pour avoir le pouvoir. Dans le capitalisme, c'est exactement pareil. La seule différence, ce n'est pas des voix, ce sont des actions dans une entreprise. Donc l'idée, c'est d'avoir un maximum d'actions dans une entreprise pour avoir le pouvoir sur l'entreprise, avec la possibilité de l'améliorer, de la détruire, de la liquider, de virer le personnel. D'ailleurs, plus on le vire en démocratie et en capitalisme, je veux dire aliéné, plus on augmente les profits et donc la valeur boursière. Donc c'est intimement lié, c'est le même type de fonctionnement. On fait tout pour avoir soit des voix, soit des actions, pour avoir le pouvoir sur l'autre. Je dis bien sur l'autre, jamais avec l'autre. En éthicratie, on est pour le pouvoir, mais avec l'autre. Parce que le pouvoir, ça veut dire aussi la responsabilité. Ça, malheureusement, on n'a pas trop l'habitude, et c'est quelque chose qui nous freine, avoir la responsabilité. Et moi, je m'inspire de Gandhi. Il disait, Gandhi, ce qui m'intéresse, c'est le pouvoir. Le pouvoir avec l'autre, pas sur l'autre, évidemment. Et Gandhi disait aussi quelque chose d'étonnant par rapport à l'idée qu'on s'en fait, puisqu'il a créé la non-violence. Il disait que si, après avoir tout tenté dans une situation difficile, je dois choisir entre me laisser faire ou la violence, je choisirai toujours la violence. Et il rajoutait, mais la non-violence est beaucoup plus puissante. Mais c'était pour dire que l'idée de la passivité, de laisser faire, est bien plus dangereuse que la violence d'une certaine manière. Bernanos, il disait, si un jour l'espèce humaine disparaît, ce n'est pas à cause des guerres, ce n'est pas à cause de la violence, non, c'est à cause de la passivité, parce qu'on se laisse faire. Ça n'est pas un simple outil enrichi de processus d'intelligence collective, mais une philosophie pratique de vie en société avec une gouvernance spirituelle. Donc spirituelle dans le sens qu'il y a quelque chose de supérieur à nous, c'est cette fameuse éthique qui nous dirige, qui nous guide. C'est cette éthique qui est le véritable patron. Ce n'est pas le peuple. Le peuple a pour mission de mettre en œuvre cette éthique. On pourrait dire la démocratie éthique. Mais je préfère de loin l'éthicratie. Parce qu'avec la démocratie,
on a eu des dictateurs au pouvoir, hein, que ce soit Hitler, que ce soit... Enfin, dans plein de pays, les élections peuvent amener la dictature aussi. Quand je parle enrichi d'intelligence collective, on a l'impression que l'intelligence collective, c'est la solution à tout. Parce que c'est assez récent et c'est d'une efficacité redoutable. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de pratiquer des processus d'intelligence collective, que ce soit des processus de décision, c'est extraordinairement puissant. Puisqu'en fait, on prend l'intelligence de chaque individu pour en créer une autre qui est beaucoup plus puissante et que personne n'aurait pu imaginer. Sauf que Ken Wilber, qui est le philosophe de référence de l'éthicratie, il dit que les processus d'intelligence collective sans éthique sont le même cauchemar qu'on vit actuellement, mais en pire. Et il rajoute, et les nazis auraient adoré cela. Ben pourquoi? C'est tellement efficace qu'ils auraient trouvé des solutions beaucoup plus rapides pour éliminer des gens. Donc s'il n'y a pas d'éthique, c'est le même cauchemar qu'on vit, mais en pire. D'ailleurs, dans le monde qu'on voit, on parle des crypto-monnaies, le bitcoin, c'est une spéculation encore plus grave que tout ce qui existe. C'est une illusion. Alors je suis pour une crypto-monnaie éthique. Ça, c'est notre paire de manches. Donc, il y a quelque chose de supérieur à nous qui nous guide, qui nous dirige. En un mot, c'est grandir en conscience. En éthicratie, il y a 5 piliers. Il y a l'éthique. Donc, c'est une éthique de l'épanouissement et de l'accomplissement à la fois de l'individu, de la société, de la nature et de notre propre nature. Le deuxième pilier, c'est le retour à l'unité. Dans les traditions millénaires, on connaît ça depuis très 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 longtemps, c'est le yin, le yang, c'est l'idée que tout marche avec son contraire. Malheureusement, on n'a plus du tout l'habitude de ça, et c'est une autre manière de penser qui est peut-être la manière la plus difficile, parce que pas du tout habituelle. Le troisième pilier, c'est la distance sacrée. La distance sacrée, en un mot, c'est l'idée que le collectif, la société, n'a pas le droit de faire intrusion dans la vie privée de l'individu. Et vice-versa. Il y a un espace sacré qu'on n'a pas le droit de violer. La communication vivante, c'est une communication à la fois verbale et à la fois corporelle. On prend les deux polarités. Le cinquième pilier, c'est la gouvernance intégrative. Donc là, je disais, on peut utiliser tous les processus dès lors qu'ils rentrent dans le cadre strict des piliers de l'éthicratie, principalement les 3 premiers. À ce moment-là, ça devient de l'éthicratie. Donc le premier pilier, c'est l'éthique. Donc c'est une éthique de l'épanouissement et de l'accomplissement à la fois de l'individu, de la société, de la nature et de notre propre nature. Notre propre nature, c'est une dimension spirituelle, mais c'est aussi un fait, c'est-à-dire qu'on appartient tous à une seule et même espèce, l'espèce humaine, dans toute sa diversité. Alors, quelle est la différence entre morale et éthique? La définition que je prends, c'est celle de Comte-Sponville. En fait, la morale, ce sont des règles, c'est circonstanciel, en fonction de la culture, de la géographie, des lieux. En gros, c'est il faut, tu dois, c'est comme si, c'est comme ça. Ce sont les règlements, les lois. Si vous ouvrez les portes en Laponie dans un igloo, c'est immoral, parce qu'il va faire froid. Si vous fermez les portes en Afrique quand il fait 50 degrés, c'est immoral, parce que vous allez étouffer les gens qui sont dedans. Vous voyez, ce sont deux choses complètement opposées, c'est la morale. L'éthique n'a rien à voir avec cela. L'éthique, c'est ce qu'on fait par amour, par désir, par élan de vie. L'élan de vie, on le voit par exemple dans une brindille, un arbre, tout ce qui est vivant part d'un désir, conscient ou pas, de grandir en conscience. Même, de mon point de vue, les végétaux grandissent d'une certaine manière en conscience. Il y a 3 définitions du mot amour. Alors, je l'ai inclus dans l'éthique pour une raison, c'est que on rentre dans la 3e version de l'amour.
Les Grecs, ils avaient 3 mots pour définir l'amour. Eros, philia et agapé. Alors, Eros, c'est l'amour passionnel. C'est le coup de foudre, c'est un élan irrésistible. Je tombe fou amoureux de quelqu'un, mais aussi de quelque chose, d'un projet, que sais-je. C'est aussi physiquement hormonal. C'est une passion. Dans sa version déviante, c'est une pathologie. Parce que ça peut rendre fou, faire des choses qui ne sont pas raisonnables. Et évidemment, ça s'éteint, ça meurt à un moment donné. Donc si vous avez un coup de foudre, forcément, il va s'éteindre à un moment donné. Alors soit vous allez vous séparer si c'est avec une personne, soit vous allez transformer ce coup de foudre dans une autre forme d'amour qui est philia. À ce moment-là, l'amour est un choix. Je choisis de t'aimer, c'est un choix. Voltaire parlait de l'amour marital, la personne avec qui on veut avoir des enfants, par exemple. Donc l'amour est un choix lorsque c'est philia. Ensuite, la troisième définition de l'amour, c'est agapé. Agapé, c'est l'amour inconditionnel et intemporel. Donc quoi qu'il arrive, je t'aime. Quoi que tu fasses, je t'aime. Bon, les parents pour leurs enfants, même s'ils ont un enfant criminel, ils vont continuer à l'aimer en toute logique. Donc c'est un amour inconditionnel. On ne juge pas la personne. On peut juger les actes, ne pas être d'accord avec les comportements évidemment, mais on aime la personne. Et l'idée, c'est d'aller vers l'amour inconditionnel de tout ce qui est dans la présence. Que ce soit des personnes, que ce soit la nature, que ce soit les circonstances, c'est d'aimer tout ce qui est. Alors, cette éthique, elle s'aligne sur une raison d'être supposée de l'univers. Donc, un postulat, c'est une vérité choisie. La vérité, vous le savez, ça n'existe pas. La vérité, c'est un dialogue. Ou on peut dire aussi l'inverse, tout le monde a toujours raison de son point de vue. Mais la vérité en tant que telle n'existe pas. Donc ici, on part d'un postulat, c'est une vérité qu'on choisit. En observant l'univers, à supposer du Big Bang jusqu'à maintenant, ben, il y a eu la fameuse explosion originelle, ensuite les galaxies, les planètes, les soleils, les étoiles, les planètes, puis la vie, d'abord des êtres unicellulaires, ensuite des algues, des végétaux, ensuite des poissons, ensuite des mammifères, des oiseaux, ensuite l'être humain. Et qu'est-ce qu'on constate? En fait que plus l'univers grandit, plus il grandit en conscience. Au départ, il n'y avait pas la conscience qu'un être humain a. Alors quelqu'un me disait, oui, mais qui peut te dire que la carotte n'a pas plus de conscience que toi? Alors Ken Wilber, il répond à ça, c'est très simple, quand je mords dedans, elle ne crie pas. Donc voilà. Donc en fait, quand on observe l'univers, il explore tous les possibles sans aucun tabou. Et là, c'est déjà une grande difficulté d'être sans tabou. Pour grandir perpétuellement en conscience. Et ça, c'est vraiment le projet. À supposer qu'il y ait une raison d'être de l'univers, c'est celle-là qu'on désigne comme notre postulat. Et c'est celle-là avec laquelle on va s'accorder. Donc si on crée une entreprise, un collectif, une organisation, une société, un mouvement politique, on va essayer d'être en harmonie et en phase avec cette idée que nous allons explorer tous les possibles sans tabou pour grandir perpétuellement en conscience. Donc ça, c'est vraiment la base sur laquelle l'éthicratie se fonde. Évidemment, chaque entreprise, chaque organisation a sa raison d'être propre, mais elle doit être idéalement en relation avec celle-là. Alors on parle de conscience, et là, je vous présente 4 niveaux de conscience de base. Le premier niveau de conscience, il est très connu, c'est l'égocentrisme. Il y a une partie fonctionnelle et une partie dysfonctionnelle. Donc l'égocentrisme, c'est l'affirmation de soi, c'est l'estime de soi, c'est savoir dire non, savoir être clairement en position avec soi-même, ses idées. Ça, c'est l'égocentrisme sain.
il est indispensable, il est nécessaire. La déviance, c'est l'égoïsme. Ça, on connaît très bien aussi. Ensuite vient le deuxième niveau de conscience, c'est l'ethnocentrisme, c'est-à-dire l'appartenance à un groupe. On a tous un besoin viscéral d'appartenance. L'être humain est un être social. Donc, appartenir d'abord à sa famille. Quand l'enfant grandit, il se rend compte qu'il n'est plus nourrisson, qu'il y a une famille autour de lui. Donc, il a ces sentiments d'appartenance qui donnent beaucoup de sécurité. Ensuite, il appartient à une classe lorsqu'il va à l'école. Ensuite, il appartient à, je sais pas, une chorale, à un club de football, que sais-je. Il y a la partie déviante. C'est que si tu fais partie de mon clan, tu es mon ami. Si tu n'en fais pas partie, tu es mon ennemi. Il suffit de regarder le PSG et l'Olympique de Marseille. Là, c'est plus ou moins doux, mais j'appartiens au club OM, ce qui n'est pas vrai, je précise. Eh bien, je vais râler, être viscéralement contre les gens qui appartiennent au PSG. Donc, le côté appartenance au club de foot est absolument merveilleux. La déviance d'être dans le rejet de l'autre, c'est une hérésie. Bon, ça devient beaucoup plus grave quand on parle de religion. Si on parle d'islamisme dans l'aliénation, mais on la trouve partout, hein, dans la chrétienté orthodoxe, chez les juifs, partout. Hein. Eh bien, tous les coups sont permis. Si tu fais partie de ma religion, de ma croyance, tu es mon ami. Si tu n'en fais pas partie, j'ai même le droit de te tuer. Donc c'est une aliénation absolue. Ensuite vient le troisième niveau de conscience. Et là, c'est un mot qui a été inventé par Ken Wilber. C'est la version mondocentrique. C'est-à-dire qu'on a la conscience qu'on fait partie d'une seule et même planète. C'est la terre-patrie, comme dit Edgar Morin. Qu'on fait partie d'une seule et même espèce, l'espèce humaine, dans toute sa diversité. Évidemment, si vous êtes dans la conscience modocentrique, l'intérêt supérieur de la nation, ça n'a aucun sens. C'est l'intérêt supérieur de l'espèce humaine qui compte. Donc toutes les lois se font d'une manière complètement différente dès lors que vous êtes dans une conscience modocentrique. La déviance, ça on la connaît très bien, c'est le mondialisme dans son aliénation avec les flux financiers, l'écologie, la pollution. C'est hallucinant ce qui se passe. Hein. Il suffit de regarder le réchauffement climatique, c'est un problème mondial. Et s'il n'y a pas une réponse mondocentrique, ça ne pourra pas fonctionner. Alors la quatrième partie, c'est une dimension complètement spirituelle qui est moins connue. Cosmocentrique avec un K, c'est au sens des Grecs. Les Grecs, le cosmos, pour eux, c'était toute l'énergie. L'énergie du vide, de l'infini, absolument tout. Donc ça a une dimension spirituelle. On ne va pas vraiment rentrer dedans actuellement. Alors ces niveaux de conscience, l'idée c'est qu'on les ait tous les trois dans le côté fonctionnel. Le quatrième aussi, évidemment. On ne peut pas être bien dans le mondocentrisme si on n'est pas bien dans l'égocentrisme, si on n'est pas bien dans l'ethnocentrisme. Il y a une notion de souveraineté individuelle, collective et mondiale. Alors on peut aller beaucoup plus loin dans les niveaux de conscience. Claire Grève, c'est un Américain, psychologue clinicien, dans les années 1940, a fait une étude suite au questionnement de ses élèves. Les élèves disaient, mais comment ça se fait qu'il y a des gens qui agissent différemment en fonction des mêmes circonstances? Hein, par exemple, des gens se font insulter, certains ça les fait rire, d'autres ça les rend foudrage, etc., etc. Et donc il s'est dit, tiens, c'est une question très intéressante et je vais étudier les niveaux de conscience plutôt que les émotions. Alors ça a été une étude sur des dizaines de milliers de cas extrêmement complexes et qui n'étaient pas vraiment accessibles à monsieur tout le monde. Et en fait, Mandela, quand il était en prison, a découvert cette étude. Et il s'est dit, le jour où je sors, je veux qu'on puisse utiliser la spirale dynamique pour pouvoir faire la réconciliation nationale. Et en fait,
grâce à lui, grâce à Mandela, on a mis des couleurs. Ce sont des élèves de Claire Grève, donc Beck et Cohen, qui ont mis des couleurs. Mandela a dit notre problématique en Afrique du Sud, c'est qu'il y a des noirs et des blancs. Si on pouvait donner des couleurs au niveau de conscience, eh bien, on rendrait les couleurs positives. En éthicratie, il y a la notion d'impact et de préjudice. Alors, préjudice à court terme, à moyen terme et à long terme. Alors, ça a l'air tout simple, mais si on appliquait la notion de préjudice dans le code pénal, on en enlèverait plus de la moitié. Parce que dès lors qu'il n'y a pas de préjudice, ben, il n'y a pas de loi. Ça ne sert à rien. La problématique est encore plus importante dans les relations humaines. On a l'habitude tragique de fabriquer sans arrêt des problèmes qui n'existent pas. Si on arrête de fabriquer des problèmes qui n'existent pas, la vie va devenir beaucoup, beaucoup plus légère. Donc cette notion d'impact et de préjudice est vraiment essentielle. On inclut là-dedans l'éthique de la permaculture. Ça, j'imagine, vous connaissez. Donc c'est prendre soin de la terre, prendre soin des hommes et partager équitablement. Et en fait, l'éthicratie, c'est simplement de la permaculture humaine, de la permaculture sociale. On peut l'intégrer complètement là-dedans. On prend aussi comme principe les accords Toltec, que ta parole soit impeccable, ne prends jamais rien personnellement, ne fais pas de suppositions et fais toujours de ton mieux. Donc les 4 accords de base. On utilise la philosophie de Ken Wilber avec ses 4 points de vue. Ken Wilber est un philosophe américain contemporain. Il est considéré comme le génie de la philosophie. On dit de lui que c'est l'Einstein de la philosophie. Il a intégré absolument tout ce qui existe en termes de philosophie, de religion, de pratique, de conscience. Mais vraiment, d'une manière incroyable. Et donc ça va très très loin, c'est très complexe, sa philosophie. Mais il y a quelque chose de très intéressant et de pragmatique qui s'appelle les 4 points de vue. En fait, quand on vit une situation conflictuelle ou difficile, on part très très souvent d'un point de vue individuel et subjectif. Tiens, il s'est passé ça, moi je râle, c'est pas possible, etc., etc. Mais ça, c'est un point de vue subjectif. L'idée et la proposition de Ken Wilber, c'est de regarder tout avec 4 points de vue différents. Premièrement, la partie subjective, pour l'individu, mais aussi pour le collectif. La partie subjective pour le collectif, on peut appeler ça la culture. Qu'est-ce qui se passe dans telle culture? La partie objective, individuelle, donc le point de vue individuel objectif, on pourrait dire scientifique, mesurable, et le point de vue collectif, objectif. Et là, ça élargit directement toute la photographie. La carte n'est pas le territoire, mais le fait d'avoir 4 points de vue différents, ça élargit et ça donne du relief à la situation. On peut donner des exemples. Imaginons, tout à l'heure j'ai donné l'exemple du Covid. Bon, si vous avez le Covid, vous l'avez attrapé, eh bien, comment est-ce qu'on se sent d'un point de vue subjectif? Moi, je ne me sens pas très bien, j'ai de la fièvre, j'ai perdu le goût, etc. Ça, c'est subjectif. Je me sens mal. Et puis, j'ai peur de mourir, que sais-je. Voilà, ça, c'est la partie subjective. La partie subjective collective, c'est la peur qui s'est disséminée partout, c'est le fait qu'on mette des masques, qu'on ne parle plus avec quelqu'un, qu'on ne touche plus personne. Subjectivement et culturellement, c'est une vraie catastrophe parce qu'on coupe le lien avec chacun. Et donc là, c'est un problème culturel, mais vraiment très grave. Maintenant, on va prendre la partie objective. En tant qu'individu, j'ai de la fièvre, c'est mesurable. Je perds le goût, c'est mesurable, etc. Donc là, c'est objectif, c'est scientifique. C'est pas « je me sens mal ». C'est objectivement, j'ai tel et tel symptôme qui sont mesurables. Ensuite, la partie objective de la société, en fait, c'est qu'il y a un système de santé, il y a des hôpitaux, malheureusement, les urgences sont saturées. Là, tout ça, c'est objectif.
Alors le fait de regarder le Covid avec les 4 points de vue, ça donne déjà une image beaucoup plus large. Mais vous pouvez faire ça avec tout, hein. Faites ça avec la danse de la pluie, avec, par exemple, avec n'importe quoi, hein. Vous prenez les 4 points de vue. Il y a des gens qui trouvent très rigolo ou complètement foireux les gens qui font la danse de la pluie ou les pendules, etc. Si vous regardez avec les 4 points de vue, il y a tout qui change. Hein, parce qu'il y a le point de vue subjectif. Quelqu'un qui va faire la danse de la pluie va rentrer dans une transe, il va jouir de quelque chose de vraiment formidable, il va bouger son corps. Ça, c'est subjectif. Enfin, bouger son corps, c'est plutôt déjà objectif. Objectivement, il va se bouger, il va faire de l'exercice, il va évacuer des tensions, etc. D'un point de vue subjectif, collectif, eh bien, culturellement, la danse de la pluie, eh ben, ça fait du bien à toute la tribu qui se réunit, qui danse ensemble, etc. D'un point de vue objectif et socialement, collectivement objectif, ben, quelqu'un pourrait dire, tiens, cette tribu, quand elle danse la danse de la pluie, on peut voir à quel point ça soude le groupe, ça permet aux gens de s'entraider par la suite, de créer quelque chose de collectif et de souder la nation ou le peuple qui fait cette danse de la pluie. Donc le fait de voir les 4 points de vue, même si on est contre viscéralement un point de vue, on peut accepter les autres et rentrer dans quelque chose d'objectif et pas dans le rejet. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Un autre point de vue qui paraît évident, mais c'est la biodiversité des caractères. En fait, on a tous des caractères différents et ils sont tous essentiels. Alors l'énéagramme en a défini 9 types. T.B. Keller, qui est un économiste américain, il a réduit les 9 à 6 pour être beaucoup plus efficace. C'est très important parce qu'en fait, ça permet de s'accorder comme un orchestre symphonique. Je donne un exemple pour l'orchestre symphonique. Quand je parle de musique classique, hein, vous êtes devant un orchestre symphonique, vous avez les cordes, vous avez les cuivres, les percussions, les bois, etc. Eh bien, les personnes qui jouent ces instruments ont tout un caractère différent. Ceux qui jouent du violon ou des cordes vont être des gens assez sérieux, hein, avec comme déviance parfois prétentieux, parce qu'ils sont précis, ils sont structurés, organisés, ils vont très loin dans une forme d'excellence. Et donc, il peut avoir une certaine noblesse, mais aussi une certaine prétention. Vous allez voir les cuivres, les trompettistes, les cornistes, etc., les trombonistes. Ben, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils aiment, eux? C'est la fête, les blagues, parfois les blagues de cul. Hein. Donc, évidemment, ils ne vont pas parler, et ils ne vont pas passer des soirées ensemble avec des violonistes. Le premier violon n'invitera jamais le tromboniste ou le trompettiste de l'orchestre symphonique pour aller en vacances. Ça n'existera jamais. Vous prenez les percussionnistes, eux sont précis, structurés, organisés. Ils ont aussi un caractère totalement différent qui ne va pas aller forcément avec les autres. Les bois, ce sont des gens très sérieux, souvent très religieux, qui vont aussi très bien dans quelque chose de constant et une volonté de s'améliorer. De nouveau, des caractères totalement différents. Et ces gens, dans la vie, ne se mélangent pas. Pour autant, on a besoin de tous pour jouer une symphonie. Et donc, cette conscience de la biodiversité des caractères dans l'éthique est quelque chose d'essentiel. Ça complique les choses dans un collectif. Si vous avez par exemple un rêveur, un artiste, avec quelqu'un qui est considéré comme travaillomane, pour prendre le terme de Ken Wilber, c'est-à-dire quelqu'un qui aime les chiffres, quelque chose de structuré, de scientifique, et que vous faites un jeu créatif, ben, la personne qui va être structurée va avoir un mal de chien d'être dans ce processus, parce qu'elle va détester le chaos, alors que la création commence toujours par le chaos. Et l'artiste, lui, va se trouver vraiment très très bien là-dedans. Vous voyez, donc ça complique les choses, mais ça rend tout beaucoup plus efficace. Je me souviens d'une histoire chez Toyota. Ils avaient un conseil de direction pour sortir les voitures. Et dans le conseil de direction, il y avait toutes les compétences nécessaires.
Et il y avait un gars, mais hyper chiant. Mais hyper chiant. Et un jour, il ne vient pas au conseil de direction. Il était malade, il était absent. Du coup, les autres ont dit « Yes, super, on ne va pas se faire chier, on va pouvoir décider sans lui. » Ils ont pris la décision, le type de véhicule est sorti. Résultat, il a fallu rappeler 400 000 voitures parce qu'il y avait eu un défaut qu'évidemment la personne soi-disant chiante aurait pointé. Donc le fait que cette personne manquait, ça a été une vraie catastrophe. Donc d'où cette volonté, cette ouverture d'esprit pour avoir tous les types de caractères. Alors il y a 8 niveaux de conscience et il y a 2 paliers. Le premier et le second. Alors le premier niveau de conscience, c'est le beige. Malheureusement, ils ont pris des codes couleurs qui ne correspondent pas aux fréquences de l'arc-en-ciel, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Le beige, c'est l'instinct de survie. Donc c'est le côté instinctuel. Il faut savoir que tous ces niveaux de conscience sont essentiels pour un bon équilibre. Donc ils ont le côté fonctionnel et le côté dysfonctionnel. Donc l'instinct de survie, c'est quelque chose de formidable. La peur, quand il s'agit de survie, est vraiment essentielle. Laisser sortir ses émotions, c'est quelque chose de sain. Malheureusement, on va dire à un petit garçon, arrête de pleurer, tu es un homme, tu n'as pas le droit de pleurer. C'est évidemment aliéner l'instinct de survie. Il faut revenir à un instinct actuel qui soit sain. Ça représente 0,1% de la population et 0% de pouvoir. Sont dans l'instinct de survie également les SDF. Ils n'ont pas d'autre choix que de trouver de quoi manger, boire et dormir. Donc ils n'ont même pas accès aux autres niveaux de conscience. Ou alors des personnes qui ont Alzheimer. Il ne reste que l'instinct de survie. Ensuite, lorsque dans les premières tribus l'instinct de survie était satisfait, en tant qu'individu, eh bien, les premiers hommes ont voulu être dans un clan. Ben justement, pour la sécurité, pour le partage et cette notion d'appartenance. Alors, l'esprit de clan, il existe toujours. Hein. Bon, je parlais de l'Olympique de Marseille, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Ça représente une population de 9,8% environ, hein, et un pouvoir seulement d'1%. Lorsque son clan, on en a marre, on veut le quitter, on redevient dans une position individuelle. C'est le rouge, c'est l'identité, l'affirmation de soi. Mais c'est aussi la colère. C'est l'époque féodale, par exemple, où les chefs de guerre allaient joyeusement à la guerre, et le jeu, c'était celui qui tuait ou qui était tué. Mais on y allait joyeusement, c'était normal. Ça existe toujours, hein. C'est environ 15% de la population et 3% de pouvoir. Après ces fameux chefs de guerre, ces individualités qui dirigent, qui ont du pouvoir sur l'autre, eh ben, les gens en ont eu marre, ils se sont dit non, on a besoin d'ordre, de structure. C'est le bleu. Donc c'est l'Amérique puritaine, les États-Unis avant du temps de George Bush, on faisait la prière avant le Conseil des ministres. Et puis c'est les lois, les règles. Dans le monde anglo-saxon, c'est incroyable les lois comme elles sont complexes. Et pourtant, on a besoin d'ordre et de structure. Par exemple, lorsqu'on est parent, donner un cadre à ses enfants, c'est quelque chose d'absolument essentiel. Hein, s'il n'y a pas de structure, pas d'ordre, ça ne fonctionne pas. Donc population plus ou moins 25% et le pouvoir plus ou moins 25%. Ensuite, il y a l'orange. Donc on en a marre de l'ordre, de la structure. On veut redevenir individuel. Ben, l'orange, c'est l'accomplissement personnel, l'accomplissement scientifique. C'est aussi, dans la déviance, tout est permis pour autant que j'en jouisse. C'est typiquement le capitalisme aliéné. Tous les coups sont permis du moment que j'en jouisse. Que je fasse des dégâts dans la nature, dans l'entreprise, ça m'est complètement égal. J'en jouis, c'est bon. Donc là, ce n'est pas les gens qui vont tuer et être tués. Ça n'a pas d'intérêt si on veut en profiter. Non, là, il y a des gagnants et il y a des perdants.
Je me rappelle de quelqu'un qui a dit récemment à des jeunes qui ont une start-up, qui faisaient des start-up, si vous vous promenez dans une gare et que vous rencontrez tous ces gens qui ne sont rien, passez votre chemin ou quelque chose comme ça. Donc c'est notre cher président, Emmanuel Macron. Des gens qui ne sont rien. C'est quand même encore pire comme vocabulaire qu'Hitler qui parlait des sous-hommes, lui. Mais des gens qui ne sont rien, c'est carrément rien du tout. Donc là, tous les coups sont permis. Il y a des gagnants, des perdants. Vous êtes dans les gagnants, les autres sont dans les perdants. Ils valent rien, ils ne sont rien. Ça, c'est la déviance de l'orange. Pourtant, elle est nécessaire hein, de s'accomplir, d'être capable de jouir de soi-même, de son propre plaisir, de l'affirmer, etc. Très important. Et puis, quand on a fait beaucoup de dégâts, et il y en a plein, c'est comme ça, j'ai un ami avocat. Il travaillait pour TF1 et pour les casinos barrières. Il faisait des trucs incroyables. Il gagnait une fortune. Et puis un jour, il s'est réveillé, il a commencé à vomir. Il ne pouvait plus aller bosser. Ouais, impossible. En fait, il disait, je ne peux pas continuer à faire des saloperies comme ça, quoi. Et là, il s'est dit, mais moi, je ne veux plus ça. Moi, je veux du lien avec les gens. Je veux du partage, de la complicité. Je veux du lien humain. Et il est rentré dans le vert. C'est ça, le lien humain. La déviance du lien humain, on le voit souvent dans le monde de l'écologie, c'est un extrême narcissisme. Quand il y a des réunions, tant que moi je n'ai pas dit mon mot, on ne décidera de rien du tout. Donc là, c'est un brouhaha, c'est un truc assez dingue pour arriver à zéro résultat. Ça, c'est la déviance. Donc ça, c'est 14% de la population environ et 15% de pouvoir. Alors, tous ces niveaux de conscience ont quelque chose de commun, c'est que tous se détestent. Ben oui, si vous êtes dans le lien humain et que vous rencontrez quelqu'un qui est dans l'ordre, la structure, tatati, c'est la loi, c'est comme ci, c'est comme ça, ben vous allez dire, mais quelle bande d'enfoirés ceux-là. Si vous êtes dans le rouge et que vous voyez un orange, dit bah ça serait plus facile de l'éliminer complètement plutôt que de vouloir être gagnant, tu perds ton temps quoi. Tu es vraiment con à la limite. Donc en fait, l'orange déteste le vert déteste, tout le monde se déteste. Et ça c'est la grosse problématique de ces niveaux de conscience là. Là arrive un palier, c'est un saut quantique, mais vraiment un saut quantique. Là on rentre dans la partie intégration. On devient conscient que tous ces niveaux de conscience sont essentiels à son propre équilibre. Et je vais plus loin, je pense que le plus grand chemin spirituel ne se trouve pas là, il se trouve là, 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 pour corriger les dysfonctionnements. Donc en fait, arrive la couleur jaune, c'est l'intégration. J'intègre le fait que tout ça est important et je peux voyager de l'un à l'autre. Le piège des jaunes, c'est qu'en fait, quand ils deviennent jaunes, ils pensent que tout le monde est jaune. Donc ils se disent, bon, moi je veux le bien de l'autre, je suis dans l'intégration, tout ce que je fais, c'est pour le bien de l'autre. Sauf qu'à un moment donné, ils vont faire du commerce avec quelqu'un qui est dans l'orange. La règle du jeu de l'orange, il y a des gagnants, des perdants. La règle du jaune, tout le monde est un être humain à part égale. Principe d'équivalence, etc. Résultat, le jaune va se faire avoir. Donc, le jaune apprend et a cette capacité de voyager dans les différents niveaux de conscience. Donc, s'il se retrouve dans l'orange, il va jouer au jeu gagnant-perdant, en conscience. Puisque c'est ça la règle, eh ben, je vais jouer comme toi. Du coup, ils sont difficiles à repérer, les jaunes. Hein, parce que vous pouvez les rencontrer une fois dans le rouge, une fois dans le vert, une fois dans l'orange, une fois dans le bleu, une fois dans l'Est actuel, etc. Ça ne représente que 1% de la population. Je pense beaucoup plus maintenant, hein, ce sont des vieux chiffres. Et seulement 5% de pouvoir. Quand je parle de pouvoir, c'est politique au sens de la planète. Ensuite vient la version turquoise, c'est une vision globale. Là, les individus qui sont dans le turquoise sont encore plus rares. Ce sont justement des gens comme Mandela,
comme Gandhi, etc., ils ont une vision globale et un esprit de dévouement absolu et inconditionnel pour l'être humain en tant que tel. Ça représente 1% de pouvoir. D'accord ? Voilà, ça c'est pour la spirale dynamique qui est notre outil de mesure de conscience, sachant que dans l'éthicratie, on essaye d'être évidemment dans le deuxième palier. Ce qui signifie qu'on essaye de solutionner tous les problèmes là. Parce que quand vous êtes dans le jaune et que vous n'avez pas solutionné un problème d'identité, c'est comme quand vous grimpez une échelle. Hein. Vous êtes au 7e étage, il vous arrive un truc, pouf, vous tombez au 3e. Là. Donc il faut remonter. Donc l'idée, c'est vraiment de rendre tout ça fonctionnel et de sortir de tout son côté dysfonctionnel, les blessures, etc. Deuxième pilier, le retour à l'unité. C'est peut-être ça encore le plus difficile, parce qu'il faut changer les habitudes. Chaque chose marche toujours avec son contraire. C'est dans le conte des Mille et une nuits. Rien de nouveau. Hein. C'est-à-dire que quand il y a de la lumière, il y a des ténèbres, forcément. Le soleil, lui, il ne brille pas dans la lumière, hein. Il brille dans les ténèbres. S'il n'y avait que de la lumière, il n'y aurait pas de soleil. Ben, les qualités, elles fonctionnent avec les défauts. Sans défaut, il n'y aurait pas de qualité. Sans qualité, il n'y aurait pas de défaut. Donc là, c'est se réconcilier avec tous ces défauts. Parce que les qualités ont des côtés fonctionnels et complètement dysfonctionnels. Si vous aimez l'empathie, si vous aimez le lien humain, on va dire que vous êtes dans les qualités. Sauf que si ces qualités, c'est pour satisfaire votre besoin de reconnaissance effréné, ben à ce moment-là, vous dépendez de l'autre. C'est lui qui a du pouvoir sur vous. Vous êtes facilement manipulable. Ce qui apparemment est une qualité est une catastrophe. C'est facile de manipuler quelqu'un qui a besoin de reconnaissance. Du coup, la reconnaissance, on apprend à s'en donner à soi tout seul pour ne pas dépendre de celle des autres. Ben, les défauts, c'est quelque chose de fantastique. Parce qu'en fait, c'est le côté ténébreux, c'est quand même dans les ténèbres qu'on découvre des planètes, d'autres formes de vie qu'on n'aurait jamais soupçonnées. On ne les trouve pas vraiment dans la lumière. Ben, les défauts, ben, ce sont des opportunités fantastiques. Par exemple, si vous n'avez pas l'habitude de dire non, et chaque fois qu'il y a une décision dans un groupe, un collectif, là, il y a quelque chose qui se passe, vous avez envie de dire non, mais vous ne le dites pas. Bah, du coup, vous n'avez pas l'affirmation de vous-même, vous avez des défauts, et vous vivez quoi? Vous vivez la frustration. Bah, formidable, la frustration. Merveilleux. Parce que quand elle va devenir insupportable, vous allez pouvoir vous affirmer. Donc, vive la frustration. Et ça, vous pouvez le mettre avec tous les défauts. On va prendre la violence, qui fait souvent réagir des gens. Comment la violence? Ben oui, mais il y a de la violence créatrice. Ne sommes-nous pas tous des produits d'une violence créatrice? Je pense à la naissance. Je trouve que c'est d'une violence inouïe pour la maman et pour l'enfant. Les violences créatrices, il y en a tellement. La nature nous montre des exemples sans arrêt. Ça se fait toujours dans l'inconfort. Même le changement de niveau de conscience peut être violent. Donc l'idée, ce n'est pas d'être dans le rejet de la violence. Bien sûr, il y a la violence destructrice. Lorsqu'elle est consciente, elle peut être catastrophique. Mais c'est même difficile de savoir si elle est catastrophique au moment où quelqu'un le fait, parce qu'il est possible que cette violence devienne créatrice à terme. Donc il faut toujours savoir et se donner le temps pour savoir si ça va être positif ou pas. Bah, vous regardez les volcans, les tsunamis, les grands incendies, les tornades, etc. C'est d'une violence inouïe. Et pour autant, après, la vie réémerge et parfois ça soigne la terre. Donc la violence intérieure, c'est quelque chose de magnifique. Et le problème, c'est le déni de violence. Si on est dans le rejet de la violence, ben c'est comme si on met une marmite avec la casserole bien fermée
et le gaz à fond. À un moment donné, ça va exploser. Ah non, je veux pas de violence, je refuse la violence. Ah non, c'est dégueulasse, t'es violent. Ça explose. Et il y a des collectifs où on pratique la communication non violente. On n'a pas le droit de s'engueuler, on n'a pas le droit de dire un mot plus fort que l'autre, etc., etc. Et moi, j'en ai vu où ça s'est terminé à coups de poing, en sang à l'hôpital. Ben, c'est logique. Les journaux sont pleins de faits divers, hein. Des gens qui ont tué les membres de leur famille. C'était notre voisin. Et pourtant, il était si gentil. Donc, ben, évidemment, rejet de la violence intérieure, et forcément l'explosion. Et l'idée, en fait, c'est quoi? Ben, c'est de donner de l'amour à sa violence. Alors, ce n'est pas d'aimer, d'être de plus en plus violent. C'est de donner de l'amour pour pouvoir s'en libérer. Je continue en vitesse là-dessus. Le débit, le crédit. En comptabilité. Donc, vous avez une facture, vous devez de l'argent, vous payez, et puis vous arrivez au milieu, il n'y a plus rien. La facture, vous deviez 1 000 €, vous l'avez payée, vous arrivez à 0. Mais vous vous êtes enrichi, puisque vous avez acheté quelque chose. Vous l'avez payé, vous avez reçu la facture, et vous êtes rentré au centre. Les défauts, c'est pareil. Vous prenez un défaut, vous prenez son opposé, vous allez au centre et ça s'annule. Et là, vous devenez libre, libre et conscient. Dans le tantra, on parle de ça, l'ouverture du cœur dans la neutralité des émotions. Ça ne veut pas dire que les émotions ne nous traversent pas, mais ça veut dire qu'on ne les fiche pas. J'aime bien l'exemple du son. Pour moi, c'est assez extraordinaire. Vous savez, un son, qu'est-ce que c'est? C'est une vibration, hein. C'est un mouvement aller-retour. Donc si vous prenez une flûte, vous la mettez dans le haut-parleur de gauche, vous avez la vibration qui va monter, descendre, disons 440 fois par seconde, c'est un La. Dans le haut-parleur de droite, vous mettez le même son avec une seule différence. C'est qu'à la place de monter, la vibration va commencer par descendre. Et c'est exactement la même. Donc vous allez avoir 2 sons de flûte. Si vous prenez les potentiomètres, vous mettez les 2 sons au milieu. Qu'est-ce que vous obtenez? Comment? Le silence. Le silence. En fait, les 2 sons s'annulent. Et donc, on peut dire, on pourrait interpréter que dans le silence, il y a absolument tous les sons. On pourrait dire presque que c'est une démonstration physique d'une forme de spiritualité, puisque dans le rien, il y a le tout. Et dans le tout, il y a le rien. Donc c'est assez fascinant comme la physique nous montre comment, en mettant au centre nos qualités ou nos défauts, on peut rentrer dans le silence, libre de ses problèmes, de ses émotions. Ça ne fonctionne que si on est dans l'acceptation de l'amour de ses défauts et dans l'acceptation de l'amour de ses qualités. C'est les deux au centre. Et là, on se libère. Bon, ben, on peut parler de capitalisme, le communisme. Dans le côté fonctionnel, le capitalisme, ben, c'est la création de richesses, c'est l'affirmation de soi, l'individuel. Le communisme, c'est le partage. En éthicratie, on prend le meilleur de chaque. On essaye de voir le côté fonctionnel et le côté dysfonctionnel, et on va prendre le meilleur de chaque. Du coup, si vous parlez à quelqu'un qui est dans une famille d'extrême gauche depuis plusieurs générations, vous lui dites on va prendre le meilleur du capitalisme, c'est pas gagné. Mais c'est ça la grande difficulté du retour à l'unité. Le masculin, le féminin, ben ça, on connaît, c'est le yin et le yang depuis des millénaires. C'est le principe du masculin, le principe du féminin. Donc c'est les qualités féminines, les qualités masculines qui se trouvent à l'intérieur de chaque être humain, qu'il soit homme ou femme. C'est la notion de pouvoir et de puissance. Le pouvoir, il vient du haut, il descend. Dans une entreprise, il n'y a que le pouvoir, ça descend. La puissance, elle vient du bas, c'est le peuple. C'est l'élan vital. Donc c'est ce qui fait qu'un arbre pousse. La puissance vient du bas. Et le pouvoir, la structure, l'ordre, la création va venir du haut.
Alors en éthicratie, on parle de leader descendant et leader montant. Je vous expliquerai un peu plus en détail quand on sera dans la gouvernance. Donc je disais, c'est une autre manière de penser. Aucun jugement, aucun tabou. Prendre le meilleur de chaque opposé, mais pour le mettre au service de la vie. Aucun tabou, ça veut dire oser se poser des questions apparemment paradoxales. Bon, on l'a fait tout à l'heure avec la violence. Quel est le meilleur de la violence? Qu'est-ce qu'il y a de fonctionnel dans la violence? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans le nucléaire? Bah déjà, la médecine nucléaire a sauvé des dizaines de millions de vies. On peut voir ça comme quelque chose de merveilleux. Même les OGM, pourquoi pas, on peut explorer. Donc, zéro tabou et on explore ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il y a de dysfonctionnel. Évidemment, on ne va pas accepter ce qui est dysfonctionnel. Donc, il s'agit d'assumer l'un et l'autre pour transcender. Bon, l'exemple du son, je vous l'ai donné. Ok ? Ça, c'est vraiment le plus compliqué, hein, c'est le retour à l'unité. Alors, le troisième pilier, c'est la notion de distance sacrée. Ça n'a rien de religieux. Mais c'est l'idée que le collectif ou la société n'a pas à faire intrusion dans la vie privée de l'individu. C'est une distance sacrée, infranchissable, inviolable. Que ce soit évidemment dans son territoire, ça on a l'habitude, mais aussi dans ses croyances, sa philosophie, sa spiritualité, son alimentation, etc., etc. Donc peu importe ce que tu manges, si moi je suis végane, je n'ai pas à aller dans ton territoire. Je viole ton espace. Et vice-versa, l'individu ne peut pas violer l'espace collectif. Les règles qui ont été co-créées, la charte, la raison d'être, etc. Ça ne veut pas dire non plus que vous ne pouvez pas créer un collectif végétarien ou vegan. Vous pouvez très bien dire, nous on va créer un collectif où on est tous véganes. Ben, on est vegan dans le collectif. Si quelqu'un mange de la viande chez lui, on n'a pas à lui reprocher. C'est la distance sacrée. Évidemment, si on met ça dans le code pénal, ben il restera 20%, je crois, du code pénal. Ben vous mettez ça dans le code de l'urbanisme, posez la question, il y a quelqu'un qui fait une cabane ou une yourte dans les bois. Est-ce qu'il y a préjudice? Non. On ne peut pas faire de loi. C'est un non-sujet. Par exemple, l'euthanasie. En éthicratie, c'est un non-sujet. On ne peut pas légiférer sur l'euthanasie. Ben non, c'est un choix personnel. La société n'a pas le droit de faire intrusion dans la vie privée de l'individu. Pour autant, le médecin qui va euthanasier, lui, il viole l'espace individuel. Là, évidemment, c'est sanctionnable, mais c'est plus de l'euthanasie, ça, c'est autre chose. Par exemple, la drogue, sanctionner des gens parce qu'ils fument ou parce qu'ils mettent quelque substance que ce soit dans leur bouche, c'est un non-sujet en éthicratie. Un non-sujet. Par contre, quelqu'un qui va vendre de la drogue à la sortie d'une école, là, c'est violer l'espace de l'individu et du collectif. C'est inadmissible. Vous voyez, c'est assez subtil, mais en même temps, c'est très simple. Hein. On respecte ça et on enlève les trois quarts des lois qui n'ont aucune raison d'être. Le quatrième pilier, la communication vivante. Comme on l'a vu, il y a le principe masculin-féminin. Eh bien, dans la communication vivante, il y a les deux polarités. La polarité bienveillante et la polarité martiale, guerrière. Donc, d'un côté, c'est le verbe, le mot, de l'autre côté, c'est le corporel. Et on utilise les deux polarités, bienveillance et guerrière, martiale. On utilise trois procédés pour la partie communication consciente et bienveillante. C'est la polarité féminine, c'est le côté verbal. Quoi. Alors la plus directe, la plus extraordinaire, c'est cœur à cœur, vers soi et vers l'autre, évidemment. Alors cœur à cœur, ça veut dire quoi? Quand je suis avec quelqu'un d'autre, il n'y a rien à comprendre.
Rien. Parce que c'est impossible. Quand vous communiquez avec quelqu'un, si vous voulez le comprendre, il faut avoir les mêmes gènes, être né le même jour, à la même minute, dans la même famille, avoir la même éducation, la même culture. Ben, c'est absolument impossible. On ne peut pas comprendre l'autre. C'est impossible. Du coup, dans la relation avec l'autre, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a qu'à écouter. Alors écouter, ça ne veut pas dire être d'accord. Mais dans la relation, on ne cherche pas à comprendre et n'écoute. Ensuite, il n'y a absolument rien à changer. Il n'y a qu'à se changer. C'est-à-dire changer son attitude par rapport au comportement de l'autre. Et il y a fort à parier que si vous vous changez, l'autre changera aussi d'ailleurs. Donc il ne faut pas vouloir changer l'autre. Ça ne sert à rien. D'ailleurs, il suffit de regarder dans l'éducation avec les ados. Vous voulez le changer, ça ne va pas durer longtemps. Ça durera peut-être quelques semaines, quelques années, mais à un moment donné, ça va péter et vous payerez très cher. Donc il n'y a pas à changer l'autre, il y a à se changer. En plus, il n'y a rien à attendre. N'attendez rien de l'autre. Accueillez, recevez, accueillir, accepter son point de vue. Bon, il est différent. On peut toujours être d'accord qu'on n'est pas d'accord. Au moins là, il n'y a pas de problème. Alors il y a le principe du hasard programmé. Alors le hasard programmé, bon, on l'appelle la synchronicité, ou alors on l'appelle les patterns ou les schémas répétitifs. Donc si par exemple vous avez l'habitude de quelque chose qui foire à chaque fois, ben, c'est un hasard programmé. Et ça va se répéter sans cesse jusqu'à ce que vous ayez compris que la frustration soit tellement grande que vous ayez envie de ne plus répéter le schéma. Et dès que vous l'aurez conscientisé et transformé, ça ne vous arrivera plus jamais. Si par exemple vous avez l'habitude d'être trahi, ah moi je fais un truc et puis je me fais trahir. Bon, 15 jours après, je refais un truc, je me fais encore trahir. Mais c'est encore plus grave. Un peu plus loin, je me fais encore trahir. C'est encore pire, etc., etc. À un moment donné, ça devient insupportable. Et là, on va se dire, mais pourquoi est-ce que je me fais trahir à chaque fois? Et là, on ne va pas vouloir changer l'autre, on va se changer. Jusqu'à ce que la trahison n'ait plus aucun impact sur soi. Moi, personnellement, j'avais une méga blessure de trahison. Je me suis fait baiser, je ne vous raconte pas, pour le dire villeulement, des centaines de fois. Et je ne comprenais pas. Je trouvais toujours que c'était l'autre qui était dégueulasse, injuste, malhonnête, tout ce qu'on veut. Mais ce n'était pas moi. Mais il m'a fallu 15 ans. Hein. Mais non, 25 ans pour arrêter de me faire trahir. Un jour, j'ai compris, ah oui, d'accord, je sais pourquoi. Et ça s'est libéré. Et puis, j'ai fait une campagne, une petite campagne dans un village. Et là, un de mes meilleurs amis qui venait avec moi en vacances, il m'a trahi. Et ça ne m'a rien fait, rien. Je lui ai simplement dit, tu sais, tu ne m'as pas trahi, tu t'es trahi. Moi, ça ne me fait rien, tout va bien. Et bien, depuis ce jour-là, j'ai plus jamais été trahi. Plus jamais. Et ça marche avec toutes les blessures existentielles, que ce soit l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison. Et le cinquième, c'est quoi encore? L'humiliation. Donc voilà, ça marche avec tout ça, quoi. Donc, le hasard programmé, il y a une chose formidable, ben, c'est saisir l'opportunité. Vous faites trahir une fois, 2 fois, 10 fois, fantastique, vive la trahison. Il y a une opportunité extraordinaire de grandir en conscience. Dès qu'il y a un problème, saisir l'opportunité. Tout est une fantastique opportunité pour grandir en conscience. Tout. Et on peut aller même plus loin. Moi, je vais plus loin. Je dis que le monde dans lequel on est totalement parfait. Parce qu'en fait, on a des opportunités tous les jours 20 fois. Bon, on ne les saisit pas. Mais surtout, on vit ce qu'on a créé, la pensée créatrice. Et on vit dans le cauchemar dans lequel on est aussi. Du coup, on a beaucoup d'opportunités. Là, c'est Richard Gauthier qui a fait ça. Quand vous avez communiqué avec quelqu'un, donc il n'y a rien à comprendre, juste écouter. Il n'y a rien à changer, juste se changer.
Il n'y a rien à attendre, juste accueillir. Les hasards programmés, saisir l'opportunité. La personne qui est en face de vous, il y a des petites phrases magiques. Hein? Et les phrases magiques, c'est du genre, si je comprends bien, tu veux dire que. Donc quelqu'un qui vous insulte, vous dit, espèce de gros con, si je comprends bien, tu veux dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Pourrais-tu me dire en quoi je suis un con? Ben, je saisis l'opportunité. Parce qu'il y a peut-être des choses très intéressantes dans le fait qu'il considère que je sois con. Du coup, lui, il est emmerdé. Parce que je n'ai pas réagi, je n'ai pas été vers lui, je n'ai pas explosé. Donc il y a quelques phrases magiques. Alors on observe les mots, on écoute les mots, mais on observe le corps. Hein? Le corps, ben, vous savez, si vous êtes dans la joie, vous allez faire ça. Si vous êtes dans la colère, vous allez vous avancer. Si vous êtes dans le recul, c'est que vous allez être dans la peur. Si vous vous mettez comme ça, vous allez rentrer dans la dépression, plutôt même la peur. Le recul, c'est l'évitement. Donc on observe tout ça aussi. Et donc quelqu'un qui avance comme ça, vous voyez qu'il y a de la colère, la phrase magique, c'est « Il me semble que ce que je te dis t'agace ». En quoi est-ce que ça peut t'agacer? Voilà, toute phrase magique. C'est d'une simplicité absolue. Et là, c'est cœur à cœur. Du coup, c'est une forme d'amour. Pourquoi? Parce que si on réduit l'amour à deux besoins, c'est-à-dire reconnaissance et respect, le fait d'avoir écouté l'autre, ben vous avez été dans le respect et la reconnaissance. Et lui prend ça d'une manière inconsciente comme de l'amour. C'est pour ça qu'on appelle ça cœur à cœur. C'est d'une efficacité, d'une simplicité incroyable. C'est juste qu'on n'a pas du tout l'habitude. Il y a quand même un problème avec ce processus, c'est qu'il faut déjà avoir une certaine stabilité émotionnelle. Si vous vous faites insulter ou vous subissez une injustice et que c'est vraiment insupportable, vous aurez du mal à utiliser les phrases magiques. L'émotion va vous submerger. Du coup, on utilise le processus CNV. Alors CNV, c'est communication non violente. Donc moi, je suis contre le terme non-violence, évidemment, puisque je suis pour la violence créatrice et pour l'assemblage de la violence et de la bienveillance pour m'en libérer. Et en fait, Marshall Rosenberg lui-même était contre ce nom. Donc Marshall Rosenberg, c'est lui qui a créé la communication non violente. Moi, j'ai eu la chance d'être son producteur. J'ai fait le tour du monde 1 an avec lui. Donc j'ai vu le côté absolument merveilleux et le côté absolument foireux. Donc Marshall, il prenait deux figures, je ne sais pas si vous connaissez. Il symbolise la bienveillance par une girafe. Pourquoi? Parce que la girafe, c'est un animal qui est doux, bienveillant, qui a le plus gros cœur. Physiquement, c'est le mammifère qui a le plus gros cœur. Et qui est extrêmement puissant, parce qu'avec un seul coup de patte, il peut tuer un lion. À côté, il a pris la polarité opposée, c'est le chacal. Alors quand je lui demandais pourquoi le chacal, il dit « j'adore, ça sonne comme ça, en plus ça hurle tout le temps, c'est absolument parfait ». Donc ben, moi j'ai vu l'envers du décor hein, avec la CNV. Quelle catastrophe. Le côté merveilleux, les 4 premiers points, fabuleux. Parce que c'est là que moi j'ai pu aller dans la stabilité émotionnelle. Donc le premier point, c'est observer sans juger. Très compliqué. En fait, l'idée est assez simple. Hein. Vous prenez une caméra, elle filme, et vous décrivez ce que la caméra filme. C'est tout. Et pas d'interprétation, pas de jugement. C'est ça l'observation. Une caméra, elle va filmer que vous avez jeté une pierre dans la vitre, mais elle ne va pas filmer que vous avez jeté une pierre violemment dans la vitre. Violemment, c'est un jugement. Ça n'existe pas dans la caméra. Donc, il suffit de se dire, tiens, la caméra, comment est-ce qu'elle a filmé la situation? Je vais la décrire d'une manière totalement factuelle, totalement neutre. Ensuite, ben, quand il y a quelque chose qui nous a dérangé, il y a des sentiments. En gros, c'est le signal d'alarme. Il y a une loupiote qui dit « Ah, il y a quelque chose qui ne va pas, je me sens en colère, agacé, triste, en dépression, etc. » Eh bien, ça veut dire quoi? C'est qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Donc, le sentiment,
est un moyen fantastique d'identifier le besoin. Et c'est là que commence à s'opérer la transformation et la possibilité de rentrer dans une stabilité émotionnelle. Le côté fantastique du besoin, c'est que quand vous touchez votre véritable besoin, vous êtes touché dans les tripes. Ça vous fait vibrer d'une manière incroyable. Donc les gens blessés pleurent beaucoup. C'est normal. Et les larmes, c'est du nectar pour la terre. J'ai appris ça en permaculture. Quatrième point, action et détermination. Dans la CNV traditionnelle, c'est plutôt la demande. En gros, on fait une demande à l'autre pour satisfaire son besoin. Le problème, ça je l'ai observé beaucoup, c'est que les gens, quand ils font une demande et que le besoin n'est pas satisfait, ils abandonnent. Donc moi, je parle action et détermination. Ces 4 points sont magnifiques quand c'est de l'auto-empathie. Vous vous faites à vous une demande pour satisfaire votre propre besoin. Génial. Là, vous faites ça régulièrement, vous allez avoir de l'estime de vous-même. Vous allez vous aimer, vous n'aurez plus besoin de reconnaissance de l'extérieur. Vous allez savoir dire non. C'est génial, absolument fabuleux. Par contre, dans la relation avec l'autre, si l'intention est bien que les besoins de chacun soient satisfaits, dans le processus, ce n'est pas prévu. Et là, ça devient totalement foireux et manipulatoire. Pourquoi? Parce que ce que j'ai observé dans 80% des gens qui pratiquent la CNV, d'une manière inconsciente, dès que leurs besoins à eux sont satisfaits, celui de l'autre, ils n'en ont plus rien à faire. Et là, c'est catastrophique. Les gens qui pratiquent ce type de CNV, ils ont juste changé de violence. Ils sont devenus des fausses girafes. Il n'y a aucune bienveillance. C'est des manières de manipuler l'autre. Et moi, je trouve ça pire qu'un chacal. Un vrai chacal, c'est quelqu'un d'honnête. Il va hurler, il va gueuler, mais vous savez sa position. Donc moi, je préfère un vrai chacal qu'une fausse girafe. Bon, j'aime encore mieux une vraie girafe. Mais si vous êtes dans la conscience et si vous n'êtes pas capable encore de traduire vos mots en bienveillance et que vous pensez ou que vous dites là, écoute, j'en peux plus, je vais m'exprimer comme un chacal, eh bien, vous faites de la CNV. Celui qui vient vous dire « Ah, tu ne fais pas CNV », ben, il n'a rien compris. Parce que vous pouvez être insulté, ce n'est pas un problème. S'il y a un problème chez vous, c'est chez vous qu'il est. Vous êtes maître et responsable de vos propres émotions. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on fait? Une fois que son besoin est satisfait, ou qu'on a fait une demande pour qu'il le soit, on demande à l'autre, qu'est-ce que moi je peux faire pour satisfaire un de tes besoins? Du coup, on sort de la manipulation. Puisque chacun prend soin de satisfaire les besoins de l'autre. Et là, on sort de la manipulation. Et le 6e point, la célébration, c'est le fil rouge. En fait, le processus n'est terminé que lorsqu'on a célébré que les besoins de chaque partie sont satisfaits. La 3e partie, c'est la biodiversité des caractères. Donc l'énéagramme Tebby-Keller. En fait, suivant les différents profils, on a des canaux d'entrée différents. Par exemple, quelqu'un qui est empathique dans une entreprise, c'est typiquement la secrétaire qui a les photos de ses enfants, un bouquet de fleurs, etc. Son canal d'entrée, c'est l'empathie, la gentillesse, la bienveillance. Le promoteur, lui, c'est le patron. Lui, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Il donne des ordres. Son canal d'entrée, c'est l'ordre, recevoir un ordre. Du coup, si la personne empathique va trouver son patron et lui dit « Patron, vous savez, je me dépense sans compter, j'aimerais bien avoir… » Le patron va dire « Écoute, dégage, j'ai pas le temps. » Ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce qu'elle va émettre sur France Culture et lui, il est sur RTL. Hein? Donc, ça ne marche pas. Il faut qu'elle émette sur RTL ou sur TF1, où le patron se trouve. Hein? Et alors, elle pourra dire tout ce qu'elle veut. Donc là, ça demande énormément de courage. Il faut que l'empathique dise, bon, pour rentrer en communication avec mon patron, il faut que je lui donne un ordre. Et là, ça demande du courage. Donc, elle va rentrer dans le bureau, elle lui dit, patron, maintenant, vous allez m'écouter. C'est gagné. À partir de ce moment-là, elle peut tout dire. Lui, ah,
J'ai reçu un ordre, j'écoute. Vous êtes sur la même fréquence et tout est possible. Si vous allez faire de l'empathie avec un chef de gang qui vend de la drogue, vous êtes mal barré. Hein. Si vous lui... Écoute, t'as besoin de respect, moi aussi. On peut discuter, ça va s'ouvrir. Donc, ces fameux canaux d'entrée sont vraiment très, très importants. Donc, je ne vais pas aller dans le détail parce qu'on est tard, mais le travailloman, c'est quelqu'un qui est ordonné, structuré, c'est les chiffres, les faits. Le rebelle, bah, lui, son canal d'entrée, c'est la blague. On fait de l'humour, etc., ça fonctionne. Le rêveur, lui, c'est la précision. Le persévérant, on lui pose des questions. Voilà, ça, ce sont les canaux d'entrée. C'est très important parce que si vous n'avez que la CNV, ça ne va pas le faire. Il faut d'abord être dans la même fréquence radio que l'autre. Et là, ça marche. Deuxième polarité, la guerre, le côté guerrier. Comme ici, avec le retour à l'unité, on n'a rien contre le côté guerrier, pour autant qu'il soit fonctionnel. Eh bien, c'est la communication martiale, guerrière. Donc en fait, c'est rien de nouveau non plus. Ce sont les arts martiaux dans leur spiritualité, d'une certaine manière. Le tai chi, par exemple, est une discipline qui recherche l'état d'harmonie entre le corps et l'esprit. Et ça va parfaitement bien avec le processus soi à soi de Richard Gauthier, qui d'ailleurs est prof de tai chi aussi. Alors pourquoi le côté guerrier? C'est que chaque tension corporelle, c'est une émotion qui n'a jamais été sortie. Et comme c'est physique, dans le corps, il faut que ça sorte par le physique. Moi, ce que je pratique, et que j'ai beaucoup pratiqué, c'est la joute du guerrier pacifique. En fait, c'est la lutte sénégalaise ancestrale. Donc c'est dans un cadre bien précis. Moi, je l'ai vécu la première fois à la frontière du Mali avec le papa d'un de mes amis africains qui est chef d'un village. Et un jour, on vient l'appeler, moi j'étais là. On me dit, chef, venez vite, il y a 2 femmes qui se battent sur la place du village. Donc le chef arrive, la tribu vient, et la personne lui dit, il faut les arrêter, il faut les arrêter. Et le chef dit, non, 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 stop, on va les entourer pour leur donner de la sécurité. Vous les femmes, vous continuez, mais vous n'avez pas le droit de vous faire mal, vous taper. Vous pouvez vous bousculer, vous faire tomber, pas de problème, mais vous ne pouvez pas frapper. Et nous, on est là pour la sécurité. Du coup, elles y vont à fond, et puis elles commencent à tomber d'épuisement. Et le chef, il se dit, bon, je vais rajouter de la tension. Il arrive, il dit à une femme, c'est fini? Ah oui, j'en peux plus. Mais tu sais ce qu'elle a dit de toi l'autre jour? Elle fait ça, ça et ça et ça. L'énergie revient, évidemment. Boum, 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 et c'est reparti, ta, 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 ta. Bon, bref. Épuisement total, le chef vient, il dit, c'est terminé, et toi? Elle n'a rien dit de mal sur toi, non? Bon, levez-vous, embrassez-vous. Et là se passe la catharsis. Et la tribu, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient, elle prend les 2 femmes, elle les soulève, elle crie de joie et elle danse. Et là, c'est une véritable catharsis. C'est une guérison incroyable, c'est une forme de CNV du corps. Mais c'est magnifique. Et pour ça, il faut se réconcilier avec la violence. Parce que quand vous avez des guerriers qui hurlent, ça fait très peur. Ce qui fait encore beaucoup plus peur, c'est quand une femme exprime sa colère sur les hommes. Alors là, ça dépote. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais dans les cercles que je faisais, vous savez, les gens dans les cercles comme ça, il y a un cadre strict et il y a quelqu'un qui anime. Eh ben, on demande à la personne qui a un problème de choisir quelqu'un qui va être son miroir et qui va servir à recevoir la violence et les coups et être bousculé. Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai été toujours choisi. Du coup, à la fin, j'avais mal partout, je ne savais pas pourquoi. Mais en fait, si, je sais pourquoi. J'ai tous les défauts du monde, donc c'est génial. Parce qu'évidemment, je peux me dire que j'ai toutes les qualités du monde. Donc quand on me dit « Pierre, t'es vraiment con », je dis « Ouais, j'adore être con ». Ben oui, parce que je peux me dire « Pierre, putain, là, t'as été génial ». Ouais, j'adore être génial. Ben oui, ça équilibre. 5e et dernier pilier, la gouvernance intégrative. Alors, comme je disais, il y a énormément de moyens de décider. La gouvernance intégrative est
organique et elle est spécifique à chaque groupe. Ça veut dire qu'on va la créer en fonction du groupe, du village, du quartier, du pays, de la nation, de la culture, même du continent, et même pour la planète. Donc un collectif n'aura pas la même gouvernance qu'un autre, parce que culturellement, il est différent. Et on a des processus pour identifier, pour créer la gouvernance spécifique. Alors il y a deux types de processus, les processus informels et les processus formels. Bon, si vous êtes dans des entreprises, des associations, les réunions, il y en a beaucoup qui en ont marre. Hein. C'est la réunite, quoi. Des réunions pour tout. Pire, on n'a plus le droit à l'initiative individuelle. En éthicratie, 80% des décisions sont faites d'une manière informelle, hors de réunion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réunion. Là, il y a le formel. Donc, on utilise toutes les manières de décider, pas question de réunite, ni de tuer l'initiative individuelle. Donc, on va utiliser les processus chaotiques ou anarchiques au sens populaire, autocratiques, démocratiques, sociocratiques, holacratiques. On utilise l'initiative, le hasard, par exemple pile ou face, le dé, tirage au sort, la consultation. Par exemple, on va consulter uniquement les personnes impactées par la proposition. On ne va pas mettre en réunion s'il n'y en a que 3 ou 4. On va faire référence à un ancien, à quelqu'un qui est là depuis longtemps. On va faire référence à la tradition. Tiens, qu'est-ce qu'on fait chez vous? Par habitude. Donc, quand les habitudes sont bonnes, ben, elles n'ont aucune raison d'être changées. On gagne un temps fou. Hein. Quelqu'un arrive, c'est quoi votre habitude? C'est ça. OK. Pas besoin de discuter plus que ça. Suivre un signe pour certains, ben, la divination, le pendule, la synchronicité, la prophétie, etc. L'algorithmique, par exemple, on va prendre la moyenne la plus haute, la moyenne la plus basse, ou un programme où on va décider dans un collectif, si tu dois acheter quelque chose, que c'est moins de 50 €, tu peux l'acheter sans demander à qui que ce soit, par exemple. Donc on peut créer des algorithmes de décision automatiques qui ne rentrent pas en consultation ou en réunion. Libertaire, bah, c'est l'autogestion, bah, c'est l'initiative individuelle. Des processus créatifs horizontaux, donc c'est l'unanimité, excusez-moi, le consentement mutuel ou le consensus. Donc la différence entre le consentement mutuel et le consensus, on demande qui est d'accord. Du coup, c'est tout de suite le bordel. Évidemment, on n'est pas d'accord. Hein. Et il faut discuter, palabrer jusqu'à peut-être trouver une solution ou pas. Le consentement mutuel, c'est le contraire. On demande qui a une objection. Alors l'idée de l'objection, c'est que chacun fasse une petite introspection, se dise, tiens, j'ai une objection, bon, c'est pas ma préférence, mais je peux vivre avec cette proposition, cette décision. Du coup, on ne va pas objecter. Ou alors, il y a une objection sérieuse, on va objecter, et le but, c'est de transformer les objections en propositions. Du coup, chaque objection devient une opportunité créatrice pour amender, pour améliorer la proposition. Et là, ça devient vraiment fantastique. Dans la vie courante, je peux donner un exemple. Moi, j'ai suivi des cours à la fac, c'était à Toulouse, en élève libre. Après chaque cours, le prof demandait qui est d'accord de présenter le sujet au prochain cours. On était 70 et il n'y a personne. Il lui fallait entre 10 et 15 minutes pour avoir quelqu'un. C'était complètement dingue. Un jour, j'ai été le trouver. Je lui ai dit, écoutez, j'ai une suggestion à vous faire. Vous posez la question à l'envers. Vous dites, qui ne veut absolument pas présenter le sujet la fois prochaine? Sur les 70 personnes, il y avait 35 bras levés. Je dis, ben voilà, vous avez 35 volontaires. Ça a pris 30 secondes. Vous voyez, il suffit de renverser la question. Et puis quand il y a des objections, ben, on peut les transformer en propositions et arriver à des solutions vraiment formidables. Essayez chez vous, vous serez surpris. Vous serez vraiment surpris. Comme si vous rencontrez quelqu'un habituellement que vous n'aimez pas et qui vous fait peur, parce qu'il est très autoritaire, entraînez-vous et donnez-lui un ordre quand vous le rencontrez. Vous lui dites, hé, ça suffit maintenant, je veux qu'on parle. Ou bien, bon, tu veux bien m'écouter là? Je sais pas. Créez l'ordre qui va faire. Soyez courageux et testez. Vous allez être surpris.
Ça deviendra peut-être même un ami. Alors là, j'en ai déjà parlé, les styles complémentaires ou apparemment opposés, réfléchir avant de décider, décider avant de réfléchir. Donc la notion d'impact et de préjudice, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors les réunions formelles sont principalement inspirées par la sociocratie. Moi, je considère que le grand génie des processus d'intelligence collective, c'est Gerhard Andeboer, un Hollandais, qui a créé la sociocratie. Mais la sociocratie a ses déviances. Et comme lui était communiste invétéré, la sociocratie a les déviances, parce qu'en sociocratie, on a le droit de faire intrusion dans la vie privée de l'individu, ce qui est impensable en éthicratie. L'holacratie, c'est le contraire. Les états d'âme, on s'en fout. Du coup, on devient pion d'un système. Tous les processus de décision, tous les types de décisions doivent être dans un cadre strict des piliers d'éthicratie. Donc, par exemple, il y a une proposition qui viole la raison d'être ou l'éthique, c'est un non-sujet. Une proposition qui va violer la distance sacrée, c'est un non-sujet, etc., etc. Donc, quels sont les rôles et quels sont les principes? D'abord, il y a les gardiens de l'éthique. Tous, on est appelés à devenir gardiens de l'éthique. Tous, sans aucune exception. Il y a la notion de président éphémère. Le porteur de projet original, il est président éphémère. Il a un pouvoir quasi royal, dans le sens où il n'est pas élu. C'est qu'il a le droit de choisir le leader descendant. Je vais expliquer après. Sinon, on est tous gardiens de l'éthique. Les réunions se font toujours en cercle parce que c'est le principe d'équivalence. En cercle, il n'y en a pas un qui vaut plus que l'autre. Le consentement mutuel, on va utiliser les processus qui sont ultra efficaces jusqu'à ce qu'il y ait zéro objection. Le point, élection sans candidat et sans secret. Sans secret, c'est très important. En éthicratie, il n'y a pas de secret. On évite les non-dits. Bien sûr, il y a des secrets, chacun a son jardin secret. Il n'est pas question d'aller dire quelque chose de quelqu'un qui le concerne personnellement. Comme il n'est pas question d'aller violer le secret ou l'intimité du collectif ou du groupe avec un autre groupe. Mais à l'intérieur du collectif, du groupe, pas de secret. Si quelqu'un dit quelque chose de quelqu'un et que ça a un impact sur le groupe, ça doit être dit dans la réunion. Réunion de communication, d'harmonisation. Donc là, on a un cadre pour éviter les non-dits, sinon c'est une catastrophe. Alors, ça veut dire quoi en fait? Il y a en éthicratie des autorisants et des autorisés. On va autoriser quelqu'un à nous donner des ordres. Et lui va être autorisé de nous en donner. Du coup, on est toujours à la fois décideur. Je choisis la personne qui va me donner des ordres, donc c'est moi le patron, et quand il va me donner des ordres, je vais obéir, donc je suis le serviteur. Donc on est toujours les deux polarités. Et puis il y a les leaders descendants qui sont nommés et les leaders montants qui sont élus. Alors leader montant, c'est un peu complexe et en même temps c'est simple. Vous avez une maison, il y a des canalisations. Vous avez l'eau qui rentre et vous avez les décharges, l'eau qui sort. Dans nos organisations de pouvoir, il n'y a qu'une seule canalisation. En gros, c'est dans le même tuyau que descend l'eau claire et que montent les eaux usées. Évidemment, vous n'allez pas boire l'eau qui sort des chiottes. Et pourtant, dans une organisation, c'est comme ça. Ça passe dans le même canal. Du coup, dans une entreprise, on appelle ça le fameux feedback, ça remonte, et au-dessus, on s'en fout quand même. Du coup, c'est le pouvoir qui descend, c'est pyramidal, c'est destructeur, c'est démotivant, ça va au burn-out et parfois au suicide. Et nous, on crée le deuxième canal qui monte. Donc, il y a le canal qui descend, c'est le pouvoir, et puis la puissance, le canal qui monte. Du coup, celui qui est, par exemple, dans une unité de production, il va être élu, sans secret, sans candidat, et il va monter au conseil de direction. Il aura le même pouvoir que les directeurs. Ensuite, dans le conseil de direction, on va élire un canal montant, un leader montant, qui va monter au conseil d'administration. Il aura le même pouvoir que le patron, que le directeur général. Et puis on va monter jusqu'à l'Assemblée générale des actionnaires. Il y aura quelqu'un, un élu montant, qui va également avoir le même pouvoir que les actionnaires. Du coup,
bah, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus rien de tout ça, puisque le pouvoir est totalement partagé. Une petite histoire, pour conclure, c'est des expériences que j'ai vécues en entreprise, hein. Par exemple, dans une entreprise, il y avait un gros problème de production. La direction disait, bon, vous allez faire ça, ça, ça. Et donc, il a fallu élire un leader montant. Et donc, dans l'unité de production, il y avait une vingtaine de personnes. Ben, ils ont choisi le plus sympa. Mais le plus sympa, c'était le plus gentil, dans le sens qui n'osait pas trop s'affirmer. Donc, il monte au conseil de direction, et là, il fallait pouvoir s'affirmer. Et lui, il n'y arrivait pas. Du coup, les décisions prises, elles n'étaient vraiment pas sympas pour les gens du bas. Alors, quand il est redescendu, les gars lui disent « Mais qu'est-ce que tu fous, quoi? On t'avait dit qu'on n'était pas d'accord avec ça. » Et l'autre dit « Écoutez, là au-dessus, c'est des requins. Moi, c'est pas ma place. » Du coup, on refait une élection. Et là, il y a un gars qui dit comme ça « Écoute, Jean, tu sais bien que je te déteste. Hein. T'es un connard de première. Ça fait 3 ans que tu m'insupportes. Mais je vote pour toi. Parce que tu as une grande gueule. Et quand tu seras là au-dessus, je sais que tu vas nous défendre. » Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Le gars est monté au-dessus. Et tout s'est arrangé, harmonisé d'une manière formidable. Et bien, les 2 personnes qui se détestaient sont devenues amies. Comme quoi, quand vous êtes dans un système qui est un système de croissance, eh bien, même les gens qui ne veulent pas faire de développement personnel rentrent dans un système de croissance et positif. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Pour terminer, le pouvoir, c'est comme l'amour. Plus on en donne, plus on en reçoit. Voilà, merci beaucoup.